Vous écoutez Interpol, la guerre des barons, deuxième partie. Le service des douanes américain, la police mexicaine et Interpol exploitent toutes les pistes pour le retrouver. Mais la surveillance exercée par les policiers mexicains ne donne aucun résultat. Selon certaines rumeurs, Carrillo Fuentes aurait même fait appel à la chirurgie esthétique pour changer d'apparence. Ponce Edmondson, du bureau d'Interpol au Mexique, sait pourquoi il est en fuite. Il était terrorisé à l'idée qu'on puisse le mettre sous les verrous. Carrillo se sentait menacé en permanence. Il ne dormait jamais 2 nuits de suite au même endroit. Alors qu'il avait tout un réseau de gens à son service, que des flics corrompus lui fournissaient toutes les informations qu'il voulait, alors qu'il pouvait s'acheter n'importe quel faux papier, avoir des passeports de différentes nationalités, il vivait continuellement dans la peur. Et c'est pour ça qu'il s'entourait de toutes les précautions. Une fois le baron de la drogue envolé, la police mexicaine en profite pour perquisitionner ses multiples résidences, soit un total de 54. But de l'opération, trouver un indice sur sa dernière planque. Résultat, néant. Mais Ponce Edmondson, directeur du bureau d'Interpol au Mexique, note à cette occasion une curieuse similitude entre les maisons. Elles étaient situées dans des environnements différents. La décoration intérieure n'était jamais la même. Mais dans toutes, il y avait des tables de billard. Pourquoi? Parce qu'Amado Carrillo Fuentes restait la plupart du temps caché et qu'il aimait jouer au billard. Le billard n'est pas un jeu populaire au Mexique. Et c'est justement peut-être ce détail-là qui pourrait conduire Ponce à sa planque. Les enquêteurs découvrent que plusieurs autres membres du cartel, parmi les plus fidèles à Fuentes, ont également disparu dans la nature. Ponce Edmondson craint qu'il n'ait quitté le pays. C'était très facile pour quelqu'un comme lui qui avait les moyens d'offrir un demi-million de dollars contre de faux papiers. À ce prix-là, la corruption se trouve partout. Carrillo Fuentes pourrait se payer le luxe de changer d'identité, mais la chance, elle, ne s'achète pas. À 8000 km du bureau de Ponce Edmondson, l'affaire connaît un développement inattendu. Alors qu'elle est en train de prendre le thé dans les salons de l'hôtel Ritz à Londres, une femme se fait voler 80 000 $ en traveler chèque. Furieuse, elle se rend aussitôt au poste de police et Scotland Yard mène l'enquête. Le voleur est intercepté quelques jours plus tard, au moment où un complice essaie de monnayer les chèques. Mais une question demeure. Pourquoi cette femme avait-elle dans son sac 80 000 $? Soucieux de vérifier ses dires, le détective anglais se tourne vers Interpol. Il prend contact avec Ponce Edmondson au Mexique. Quand j'ai entendu le nom de la dame, j'ai tout de suite su qu'il s'agissait de la mère d'un des principaux lieutenants de Fuentes. Son fils, Eduardo González Cuirarte, avait travaillé pour Fuentes pendant des années. Ponce Edmondson, manifestant le désir d'examiner de près les traveler chèques, Scotland Yard lui faxe des photocopies. L'agent d'Interpol au Mexique ne perd pas une minute et relève leur numéro. Tous ces chèques avaient été achetés en gros pour une valeur de 2,5 millions de dollars et étaient aux mains du cartel de Juarez. Les enquêteurs apprennent qu'ils ont été délivrés par un bureau de change à Mexico. Interpol détient enfin un élément qui va leur permettre de pister les membres du cartel. Je pouvais les suivre à la trace comme le petit poussait, parce qu'à chaque fois qu'un chèque était échangé, j'en étais informé. C'est ainsi qu'ils sont allés à Londres, Paris, Barcelone, Moscou, Jérusalem. Mais la plupart des chèques ont été utilisés au Chili et en Argentine. Je suis donc parti moi aussi pour le Chili et l'Argentine. Edmondson découvre qu'en Argentine, un certain Juan Rangel s'est servi des chèques pour acheter des biens immobiliers.
ce qui fournirait une excellente couverture au baron de la drogue. Ponce Edmondson se rend alors sur place avec l'intention de s'entretenir avec le responsable de l'agence immobilière où le dénommé Rangel avait conclu ses transactions au moyen de plusieurs traveler chèques. Mais il repart bredouille. Apparemment, Carrillo Fuentes a même corrompu des gens en Amérique du Sud. Si les enquêteurs veulent réussir à le capturer, il va falloir que la chance leur donne un petit coup de pouce. Ponce Edmondson suit son intuition. Je me suis dit que si on n'avait pas quelque chose à quoi se raccrocher, ça allait être très difficile. Et à quoi pouvait-on se raccrocher? Aux tables de billard. Je savais que Amado était incapable de s'en passer. Les agents mexicains ont trouvé des billards dans toutes les résidences de Carrillo Fuentes. Et Ponce Edmondson croit fermement que ce hobby, pour le moins inhabituel, peut l'aider à coincer le baron de la drogue. Il va donc voir un importateur qui revend des billards et lui raconte une histoire inventée de toutes pièces. Je lui ai dit, voyez-vous, j'adore jouer au billard. Alors je serais curieux de savoir si c'est un bar qui vous a acheté ces tables, parce que dans ce cas-là, je pourrais y aller jouer de temps en temps. Et il m'a répondu, non, non, non. Ils étaient destinés à 4 maisons particulières et c'est justement un de vos compatriotes, un Mexicain, qui a acheté. Formidable. J'adorerais jouer avec lui. Vous n'auriez pas son adresse par hasard? Edmondson obtient sans difficulté les différentes adresses. Persuadé que Carrillo Fuentes est à l'origine de ces achats, il resserre son étau et fait surveiller de près les 4 résidences. Mais Carrillo Fuentes a disparu. Ponce Edmondson élargit alors ses recherches à d'autres pays d'Amérique latine. Johnny Moff. Le cartel de Juarez représente à lui seul un pouvoir immense. Ils ont plus d'argent, plus de membres, plus de relations que n'importe quelle institution locale chargée de faire respecter la loi. Mais si on fait entrer Interpol dans la partie, ça change tout. À partir de là, on peut combattre le feu par le feu. Les agents d'Interpol à Mexico, Buenos Aires et Santiago comparent leurs informations. Le bureau d'Argentine apprend que Carrillo Fuentes est dans un hôtel de Buenos Aires. Ponce Edmondson le tient, enfin. Mais le baron de la drogue lui a déjà échappé plusieurs fois. Quand l'assaut est donné, Carrillo Fuentes est parti depuis longtemps. Quelqu'un les avait prévenus et il a pris la fuite. Ponce Edmondson, chef du bureau d'Interpol au Mexique. On arrivait toujours avec un petit temps de retard. Mais au moins, ça le rendait nerveux et ça le poussait à commettre des erreurs. Durant son séjour à l'hôtel, Carrillo Fuentes a téléphoné plusieurs fois dans la même ville d'Argentine. Les agents d'Interpol sont persuadés d'avoir, enfin, trouvé sa planque. Mais une fois de plus, il disparaît avant que Ponce Edmondson n'arrive jusqu'à lui. Les agents d'Interpol apprennent qu'il a quitté Buenos Aires pour Cuba. Et de là, il retourne discrètement au Mexique. Juillet 1997. Amado Carrillo Fuentes a l'intention de retourner définitivement à l'anonymat et entre à l'hôpital pour se faire refaire le visage. Mais alors qu'il est sous anesthésie, son cœur s'arrête soudain de battre et les médecins n'arrivent pas à le ranimer. Carrillo Fuentes meurt sur la table d'opération. Dès que Ponce Edmondson apprend la nouvelle, il se précipite à l'hôpital pour identifier le corps de l'infâme criminel. Les autorités mexicaines et la brigade des stupéfiants aux États-Unis veulent avoir l'assurance que la victime est bien Carrillo Fuentes. Les médias propageaient l'idée qu'il avait tellement d'imagination et d'argent qu'il pouvait très bien avoir mis quelqu'un d'autre à sa place. Ainsi, les gens penseraient qu'il était mort et il serait tranquille. C'est pour cela que nous devions produire des preuves irréfutables de son identité. Et en pareil cas, la meilleure des preuves, c'est le test ADN. Après analyse des tissus et des échantillons de sang prélevés sur la victime, le laboratoire américain spécialisé auquel on a fait appel
certifie que l'homme décédé à l'hôpital est Amado Carrillo Fuentes. Le meurtrier et pilier central du trafic de drogue, celui qui a pris le contrôle du cartel en assassinant son prédécesseur, est bel et bien mort. L'autopsie révèle la présence de drogue dans son organisme au moment du décès. On trouve également des traces de dormicum, un sédatif que Carrillo Fuentes avait l'habitude de prendre pour dormir quand il avait abusé de cocaïne. Or, ce produit, combiné à l'anesthésique, donne un cocktail mortel. C'est donc finalement la drogue qui aura eu raison de l'impitoyable trafiquant de drogue. Interpol peut refermer le dossier Amado Carrillo Fuentes, mais sa mort annonce déjà une nouvelle guerre des gangs. Une guerre sanglante qui va transformer le pays entier en un vaste champ de bataille. C'est comme une meute de loups. Si vous abattez le loup dominant, les autres ne s'arrêtent pas de courir pour autant. Un autre dominant émerge et tout continue comme avant. Ici, c'est souvent le lieutenant le plus cruel, celui qui attendait son heure en coulisses. Les journaux mexicains publient des photos du corps de Carrillo Fuentes dans la salle d'opération. La nouvelle de sa mort ébranle le milieu de la drogue. Sur une petite route de la banlieue de Mexico, une femme découvre avec horreur un corps mutilé gisant au fond d'un tonneau. La police identifie la malheureuse victime. Il s'agit du chirurgien qui a opéré Carrillo Fuentes. C'est le signe suprême du manque de respect envers un individu. John Hensley, agent du service des douanes. Il voulait envoyer un message aux autres. Voilà comment vous finirez si vous nous doublez. La police a de bonnes raisons de soupçonner Alcides El Metro Magana d'être derrière ces crimes de vengeance. El Metro a senti que c'était là l'occasion de prendre le pouvoir. Quand les autres ont vu le genre de méthode qu'il employait, ils ont préféré renoncer et il s'est alors assuré le contrôle de l'organisation par la force et l'intimidation. Il essayait de remodeler l'organisation à son image, bien plus grossière, plus violente. Il jouait tour à tour de la menace ou de l'intimidation. Comme il avait ses propres sources de renseignements et qu'il était au courant des enquêtes menées par les forces de police à tous les niveaux, local, régional et fédéral, il s'arrangeait pour avoir un maximum d'informations, puis tuait tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Beaucoup de policiers sont morts de la main d'El Metro. Il fallait, à tout prix, neutraliser El Metro. En 1998, José Luis Vasconcelos, fonctionnaire du ministère mexicain de la Justice, se joint au combat. Toutes les forces du pays étaient mobilisées et exerçaient une forte pression sur le cartel. La police mexicaine reçoit le soutien de l'armée et des forces militaires des États-Unis. Leur cible, El Metro, la méthode agressive. Pour faire ce travail, il faut avoir de solides convictions et surmonter toutes ces craintes. Les barons de la drogue doivent cesser de nuire. Nous devons être les plus forts. Et c'est possible si on ne cède pas à la peur. El Metro avait déjà prouvé qu'il n'était pas facile à attraper. Il prend soin d'être toujours bien protégé. El Metro opérait de deux façons. La première consistait à intimider, terroriser, tuer. La seconde à s'assurer d'avoir en permanence des sources de renseignements et une bonne couverture, si possible, au niveau du gouvernement. Il aurait même été jusqu'à payer des dessous de table à Mario Villanueva, gouverneur de l'État de Quintana Roo au Mexique. En échange de ces dollars, Mario Villanueva a offert une protection au cartel. Jorge Méndez, journaliste. Grâce à lui, les narcotrafiquants pouvaient sans crainte atterrir avec leurs avions ou amarrer leurs bateaux. Ils pouvaient se déplacer librement sur tous les territoires de Quintana Roo et même en toute impunité, blanchir leur argent dans les hôtels de Cancún. Les policiers intensifient leur surveillance, mais ils savent que El Metro est toujours prompt à réagir. Le 2 juin 1998, Juan Martinez, qui enquête sur les agissements d'El Metro, est abordé par deux agents de police. Très vite, il se rend compte qu'il est en danger.
Les soi-disant policiers l'emmènent dans un endroit secret où il semble avoir été torturé pendant des heures. Au même moment, El Metro envoie ses hommes au bureau du chef des investigations avec pour mission de dérober toutes les preuves de ses liens avec le gouverneur Villanueva. Le lendemain matin, Juan Martinez est laissé pour mort dans un champ. Il est découvert à temps et emmené à l'hôpital le plus proche. La police mexicaine est révoltée par cette terrible agression d'un de ses membres. Elle prend aussitôt des mesures énergiques contre tous les agissements du cartel. El Metro se retrouve alors confronté à des problèmes au sein même de son organisation. El Metro était extrêmement brutal. Ponce Edmondson, chef du bureau d'Interpol au Mexique. Par ailleurs, il était impliqué dans de nombreux scandales et responsable de la présence accrue des forces de police dans la région, ce que le cartel voulait à tout prix éviter. Les autorités mexicaines offrent une récompense de 400 000 $ pour tout renseignement susceptible de conduire à son arrestation. Lorsqu'El Metro se rend compte que ses amis, comme ses ennemis, se retournent contre lui, à cause de la mauvaise publicité qu'il leur fait, il décide de faire une pause et d'abandonner Cancún. Avant de partir, il entre à l'hôpital pour subir une opération de chirurgie esthétique. Mais contrairement à son ancien boss, il prend garde de ne pas consommer de drogue avant l'intervention. L'opération est un succès. Interpol et Ponce Edmondson sont néanmoins déterminés à ne pas laisser filer le chef du cartel de Juárez. Leur seul problème, c'est qu'ils ne savent plus à présent à quoi il ressemble. Les enquêteurs procèdent à toute une série d'arrestations spectaculaires. Mais le pilier du cartel, le narcotrafiquant El Metro Magana, leur échappe toujours. Après s'être fait refaire le visage, El Metro a disparu de la circulation, laissant derrière lui un scandale politique. Le service des douanes des États-Unis et la police du Mexique entreprennent alors une lutte acharnée contre la corruption qui règne au sein du gouvernement mexicain. Les trafiquants de drogue ont forcément des complices dans la police et le gouvernement. Le cartel ne peut opérer sans avoir recours à la corruption, qui leur assure la protection des autorités. Si l'on veut mettre un terme au trafic de drogue, il faut commencer par s'attaquer à la corruption. À Mexico, José Vasconcelos supervise le travail d'un détachement spécial de la police chargé d'épurer les administrations. Mais le cartel de Juárez a des amis très haut placés. La corruption sévit aussi bien dans l'armée que dans la police et gagne certains gouverneurs d'État. Grâce aux écoutes téléphoniques, les enquêteurs détiennent désormais la preuve de la complicité de Mario Villanueva avec le cartel de Juárez. Même le patron de la lutte antidrogue au Mexique, le général Gutiérrez Rebollo, a été corrompu. On l'accuse d'avoir trahi des informateurs de haut rang qui ont payé de leur vie. Un simple général adjoint de la brigade des stupéfiants aurait reçu du cartel 1,5 million de dollars par mois. Mais le chef supposé, El Metro, demeure imprenable. Les agents fédéraux pensent qu'il opère à partir de Cancún et que grâce à sa nouvelle apparence, il a pu revenir. Il se déploie en force dans la ville balnéaire. Mais comment appréhender El Metro alors qu'ils ne connaissent pas son nouveau visage? Les policiers suivent toutes les pistes qu'ils ont, glanent tous les renseignements possibles pour découvrir où se trouve le baron de la drogue. Mais il n'est pas facile d'obtenir des renseignements fiables. Chaque fois qu'ils pensent s'en approcher, El Metro est déjà ailleurs. Ou bien on leur a fourni une fausse information, ou bien El Metro s'est éclipsé. Tandis que les policiers postés dans les rues tentent désespérément de le localiser, les agents d'Interpol étudient les fiches de téléphone de ses associés. Et ils découvrent une chose étrange. Ils ont tous appelé plusieurs fois un numéro dans une petite ville de la région de Tabasco. La ville s'appelle Villahermosa. Et c'est justement là qu'est né El Metro. La police mexicaine envoie une équipe sur place pour surveiller les lieux.
Ponce Edmondson apprend alors que ce sont les lieutenants du cartel qui l'ont obligé à prendre une retraite forcée. Ce groupe de lieutenants lui ont dit « Écoute, tu fais trop de scandales. Tu nous causes beaucoup trop de problèmes. Nous n'oublions pas qu'autrefois tu as sauvé la vie de notre chef et c'est pour ça que tu auras la vie sauve. Mais fais comme si tu étais mort. Tu as plein de fric, mais tu n'as plus aucun pouvoir. Rien. Tu ne peux plus faire quelque opération que ce soit. Alors profite de ton argent et file très loin d'ici. » Les agents d'Interpol retrouvent la trace d'El Metro près de Villahermosa. Ils attendent le moment propice pour lui tendre un piège. Ils obtiennent des informations d'une source inconnue. On n'en était pas sûr, mais on le soupçonnait d'être en train d'essayer de faire quelque chose parce qu'il y avait plein d'appels anonymes qui indiquaient où il serait dans la région de Tabasco. Peut-être un cartel rival. Quel qu'ait été alors l'état d'esprit d'El Metro, Ponce Edmondson et Interpol utilisent ce précieux renseignement pour décider à quel moment ils frapperont. El Metro doit passer un appel téléphonique d'une cabine publique. C'est l'occasion qu'attendait Interpol. Les policiers laissent El Metro s'approcher du téléphone, vérifient qu'il est bien seul, et quand ils sont sûrs que la voie est libre, ils s'élancent. Le 12 juin 2001, Interpol tient enfin son homme. El Metro est arrêté, puis ramené à Mexico, où il passe en procès pour trafic de drogue. Mais le tribunal le relâche, faute de preuves. Il est à nouveau arrêté en mars 2002, et une fois encore, inculpé de trafic de drogue. Il attend la tenue de son procès dans la prison fédérale de haute sécurité La Palma, dans les environs de Mexico. Mais 2 ans après l'arrestation d'El Metro, des milliards de dollars de drogues illicites continuent à circuler chaque année entre le Mexique et les États-Unis. Interpol et les autorités chargées de faire respecter la loi devront donc se battre encore et toujours pour tenter de mettre un frein à ce trafic mortel. Vous venez d'écouter Interpol. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Interpol est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Mike Sinclair. Il a été réalisé par Bertrand Morin. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Alix Martineau.